Bonjour, aujourd'hui nous avons un invité de marque avec Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves, bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation, David. Très, très content d'être là depuis longtemps, le temps que je te le promettais, mais tu vois, je tiens toujours parole, j'y mets parfois un certain temps. Pas de souci, pas de souci. Bah déjà, ouais, merci de prendre le temps, vu que tu es quand même très occupé, de venir chez moi pour un petit entretien qu'on va essayer J'ai de toujours du temps pour dérouler. les copains. C'est sympa, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui ne te connaîtraient peut-être pas encore, est-ce que tu peux un petit peu te présenter rapidement? Alors, c'est simple, je suis avant tout, enfin, j'ai deux casquettes principales. Je suis un militant de la cause nationale et souverainiste depuis 20 ans. Cette année, depuis 20 ans. Donc, oui, de 2004-2024. Au-delà d'un aspect, disons, politique, qui m'a amené aux institutions européennes, qui m'a amené à faire la quasi-totalité des grandes campagnes nationales ces 20 dernières années, eh bien, j'ai développé une activité de société de pensée, comme on dit en français correct, qui est le Cercle Aristote, qui a organisé entre 400 et 500 événements publics depuis 2008, qui a réalisé à peu près 1000, 1100, 1200 entretiens et webconférences, et dont le but est, disons, est un but d'armurerie idéologique et d'aider à la formation de l'honnête homme de l'honnête homme national de demain. De cela est née ma sous-casquette d'éditeur, vu que je dirige une revue et que j'ai édité une cinquantaine de livres au moment où nous parlons. Voilà. Si Écoute, vous entendez quelque chose qui gazouille, c'est à moi. ok, non, pas de souci, il Voilà. n'y a pas de problème. C'est- Euh, c'est- vas-y, termine, je t'en prie. Voilà, donc non, juste, si ça gazouille, ce n'est pas un oiseau, donc amis animalistes, ne vous inquiétez pas, non, 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 si ça gazouille, c'est ma fille. Voilà, donc Ok. bon, donc c'est normal, à cet âge-là, ça gazouille. Donc, alors, voilà, voilà, je suis tout à toi, mon cher. Bah écoute, ouais, très bien. Et en fait, tu es le fondateur du Cercle Aristote, hein, c'est bien ça c'est toi qui l'as créé quand tu étais assez Exact, jeune tout d'ailleurs. à fait. Tu avais quel âge quand tu as créé le Cercle Aristote? Oui, oh là, j'avais 2008, donc si tu veux, c'est 2008, j'ai 37 ans, donc 2024, si tu veux, ouais, j'avais 21-22 ans quand j'ai créé ça. Et à la base, c'est une association de quartier, hein, ça avait pas du tout, c'était pas du tout destiné. D'ailleurs, les 4 premières années ont été très 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 difficiles. Le, le, les, voilà, les, j'étais dans un état psychologique à l'époque qui m'a permis de le faire. Mais si tu veux, ça n'aurait 90% des organisations militantes qui sont créées comme le cercle a été créé, c'est-à-dire créées à la bonne volonté sans pognon, crèvent dans les 18 mois. Ouais, c'est sûr. Moi, j'en ai vu des dizaines commencer et terminer. Donc, nous, on a tenu. D'ailleurs, les gens qui m'ont rejoint les premiers bah, sont toujours là. C'est l'une de mes fiertés, c'est que les 3 premiers du cercle sont toujours là. Et, euh, et
et que j'ai des compagnons qui m'accompagnent depuis des années, et certains depuis plus de 10 ans, ce qui est pas mal dans une carrière militante. Oui, oui, tout à fait, hein, non, non, c'est quelque chose que tu as fait et qui est vraiment exceptionnel, je dirais, parce que dans la plupart des cas, ça se pète la gueule très rapidement, hein. T'as une volonté tenace. Après, je pense que tu es quand même tombé dans la politique un petit peu jeune. Tu serais pas passé un petit peu tu n'aurais pas sauté une partie de ton adolescence pour aller directement dans le monde adulte de la politique? Alors, c'est même plus compliqué que ça, c'est que si tu veux, d'ailleurs, je le dis, moi j'ai commencé beaucoup trop jeune. J'ai commencé à 17 ans. J'ai commencé beaucoup trop jeune. Alors, si tu veux, on peut pas dire non plus euh, que j'ai un tempérament enfin, si tu veux, j'ai pas eu une adolescence très rigolote, tu vois, parce que j'ai pas ce tempérament-là. D'ailleurs, on peut le regretter. Je recommande aux gamins de s'éclater beaucoup plus que je ne l'ai fait, mais moi, j'ai pas ce tempérament-là, donc c'est comme ça. Je n'ai pas été politisé d'entourage, hein. Moi, si tu veux, alors, mon père est un intellectuel de haut niveau, mais il bosse 16 heures à 16 heures par jour, donc je l'ai pas beaucoup vu. Parce qu'il est médecin de campagne dans un Rwanda gériatrique qu'on appelle le Père Chornet, donc ce qu'il est toujours à 75 ans. Donc c'est un homme de service. Quant à maman, elle appartient à ce que j'appellerais le gaullisme paysan, qui est très présent dans le département de la Manche, de là d'où elle vient. Euh, c'est une femme de c'est une femme de vertu et de travail. C'est l'exemple type de la mère courage. Hmm. Or, on ne m'a jamais imposé politique, on ne m'en a jamais parlé. C'est moi qui en ai parlé. Mais ça, par contre, dès l'enfance. Ouais, Or, je le dis assez souvent, j'ai appris à lire sur des journaux ce qui est en partie vrai. Ce qui est en partie vrai parce que mes parents me rappellent parfois certains de mes tics de langage enfantin. Donc ça peut pas avoir été inventé. Moi-même, j'en ai très peu de souvenirs, si tu veux. Mais voilà, c'est la grande figure politique de ma famille qui était un résistant et un élu local gaulliste, tu vois, un élu local, donc pas non plus. C'est mon grand-père, bon, qui est un homme un peu connu dans le département, dans le département qui est autour de la ville de Donfront, que c'est lui qui a reconstruit la ville de Donfront, qui avait été réduite par les bombardements. Mais j'ai découvert cette figure que très très tard, tu vois. Pour moi, c'était un portrait dans le salon. Donc, ouais. si tu veux, voilà, après, ce que je dirais aux gamins, c'est n'oubliez jamais que si vous vous passionnez pour la politique, c'est une sorte de soleil noir. C'est parce que vous êtes, et c'est normal, et c'est sain, si vous avez 16, 17, 18, 19 ans, d'être insatisfait d'une société profondément pourrie. C'est tout à fait normal. Ouais, Ensuite, ouais. euh, vous avez un sentiment de pureté. Pour ne pas que vous le perdiez, parce que c'est quelque chose de très beau, mettez-le d'abord dans des causes, premièrement dans des causes immédiates, c'est-à-dire des causes où vous voyez les résultats. Et premièrement, ça va vous apprendre à travailler déjà, parce que ça aussi c'est important. Et deuxièmement, euh, mettez-les dans des causes où vous allez croiser des hommes et des femmes qui ont le feu sacré. Tu vois, parce que une partie du monde politique va vous débecter et ça peut vous briser.
Donc, et même d'une partie du monde politique dit national, hein. Il y en a une partie qui est totalement des bectans. Donc, Ouais, c'est clair. euh, donc voilà, pas trop jeune, et, euh, et comme dirait l'autre, n'oubliez pas de vivre, parce que ça peut être très vite fini. Ouais, absolument, absolument. Non, je disais ça parce que tu as quand même commencé une carrière euh, assez jeune, et c'est assez rare, hein, c'est quand même assez exceptionnel. Mais bon, dans le bon sens du terme, et tu as raison, les jeunes doivent un peu s'amuser avant de passer aux choses sérieuses. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a, aujourd'hui, on a bah, deux types de jeunesse, mais tu vas pouvoir plus le confirmer ou l'infirmer. Mhm. Il y a des jeunes qui vont vraiment très rapidement passer de quasiment de l'enfance au monde adulte et devenir très sérieux très très vite, etc. Et puis après, tu as l'autre partie qui vont rester enfantiles toute leur vie, quoi, et qui vont jamais devenir adultes. On est entre, on, on est dans un truc un peu exacerbé, un peu extrême à mon sens, quoi. Il y a plus de, il y a- Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ce que tu vois au cercle et ailleurs? Alors, si tu veux, tu as tout à fait. Il y a des choses de très bon sens dans ce que tu viens de dire, parce que moi, tu vois, bon, moi j'aide à la formation des gamins, donc les gamins, je les ai toutes les semaines. En plus, j'ai été enseignant, je le suis encore. J'ai été enseignant au collège, j'ai été enseignant dans le supérieur. Bon, donc les mômes, je vois, et puis maintenant j'en ai un certain nombre. Donc, mais bon, ça, le problème ne se pose pas encore. Donc, alors, comment dire? Alors, tu as là où tu as tout à fait raison, c'est qu'on a une partie particulièrement qui nous arrive, qui nous échoue à nous, de jeunes gens qui, comment dire, qui se retrouvent, et ça je le vois de plus en plus, c'est un phénomène d'ailleurs que personne ne veut regarder en face. Moi j'ai le cas dans ma propre équipe, hein, de jeunes gens, de jeunes hommes particulièrement, qui se retrouvent tuteurs de leurs parents. Parce que leurs parents font une sorte de crise d'ado 68 ards à 60 balais, et qu'à un moment, eh ben, devant la folie, on nomme un tuteur familial, ce qui, quand la famille s'entend bien, est toujours mieux qu'un curateur légal, je le dis. Or, il faut que la famille s'entende, parce que sinon, ça termine au feu très vite. Or, ça, par exemple, personne n'en parle. Moi, tu vois, je vois des gens qui portent à 20 ans leur famille à bout de bras. Je me dis comment ça va se terminer, tu vois, parce que le corps leur fera payer. Il y a un phénomène de compensation, tu vois. À un moment, ça va mal se mettre, tu comprends? Et ça, on ne veut pas le voir. On veut pas le voir. Or, et tu as une partie directement enfantée, et tu vois, je ferai le parallèle de deux générations. La mienne et les gamins nés des années 90-2000. Enfin, des gamins des années 2000. Tu vois, le, moi, la mienne, c'est une génération de grands inquiets. C'est une génération de rats au courbouillon. On a tous des maladies du stress, euh, euh, on est obsédé dans ma génération, on le souligne pas assez, par les questions de l'enfance. C'est-à-dire que c'est très rare quelqu'un dans ma génération qui veut pas d'enfant. Une jeune femme qui trouve pas de géniteur potable, c'est d'accord. C'est d'ailleurs une angoisse féminine beaucoup plus lourde que la constitutionnalisation de l'avortement. Je me permets cette petite pique au passage. De rien, c'était gratuit. De ne pas trouver un père potable pour ses enfants. Moi, des hommes qui ont craint de ne jamais en avoir. Tu vois, nous, on est des grands inquiets. La génération des années 2000, alors j'espère qu'elle va bien grandir, mais elle a été marquée
à travers le numérique, elle a été marquée de deux choses. Premièrement, du règne capitaliste de l'adolescent. C'est ce que tu disais. C'est-à-dire, ils vont rester des adolescents toute leur vie. Ça va être catastrophique. Parce que ils sont inconséquents. Mais par contre, et le souci, c'est que le web a démultiplié deux choses. Premièrement, il a démultiplié la conscience factice du bonheur des autres. Tu vois, c'est-à-dire, tu les surveilles sur la panoptique des réseaux sociaux, ils ont l'air plus heureux que toi, et toi, tu as une vie de merde. Ce qu'on oublie, c'est que la notion numérique de filtre équivaut à la notion philosophique de simulacre. Pourquoi on met des filtres? Pour s'inventer une vie. Pour s'inventer une vie. Or, le problème, c'est que tout le monde s'invente des vies, et, et tu vois, c'est l'effet de la presse people, mais en mille. Ah oui, t'as vu, ils sont riches, ils sont beaux, et moi, je suis de la merde. Un. Deux, t'as une autre chose qui a été multipliée par le web, qui est la société McDo. Venez comme vous êtes. C'est-à-dire, grosso modo, on n'a rien à vous dire. Et on n'a rien à vous dire, et vous êtes, comment dire, et vous pouvez rester dans l'enfance. Il n'y a rien de grave dans la vie. D'accord? Il n'y a rien de grave dans la vie. Un smiley et ça repart. Tu vois? Avant, au moins, on avait les Mars, mais aujourd'hui, on a délocalisé la production. Donc, tu vois, le problème, c'est que le web leur a aussi donné autre chose, c'est la conscience du monde d'avant. Et c'est vrai que le pouvoir fasse gaffe. Parce que Internet, c'est une usine de nostalgie. Or, quand tu vois Gabin, tu vois Darmanin, tu as un moment vu que l'espèce humaine a régressé. Bah si, il y a une logique. S'il y en a un qui est après l'autre et que tu pars du plus pour aller vers le moins, tu régresses. Hein, c'est des mathématiques élémentaires. Donc, hein, si tu veux, c'est ce qu'on appelle une décroissance mathématique. Bon. Donc, à un moment, les gamins vont se dire comment ça se fait, comment, et se disent déjà, parce que c'est le monde de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Parfois, ils le connaissent encore, par l'intermédiaire de la mémoire familiale. Et là, ils se disent, attends, c'est qui ces pouilleux, là? Et puis, attends, là, je vois le film avec Belmondo, je vois le professionnel, parce que bande son d'Ennio Morricone, hein, quand même. Qu'est-ce que je vois? Paris est propre, Paris est propre, euh, il n'y a pas ce doux accent pré-nakamouresque euh, du guichetier de porte cochère qui dit « Et mamselle, ton 06 ?» Et la- et là, tu vois, tu te dis « Attends, quel monde nous a-t-on volé ?» Alors là, je me méfierais beaucoup. Je me méfierais beaucoup de ça. Parce que Internet est une usine de délire, mais c'est aussi une usine de nostalgie. Or, toute l'œuvre de Breyen le dit assez magnifiquement, la nostalgie est dynamique. Le problème, c'est que ce qui fait l'assise du pouvoir, c'est pas la nostalgie, c'est la mélancolie. C'est-à-dire, il vous déprime. Il vous déprime pour que vous vous mettiez la tête dans l'oreiller et que vous pleuriez. La nostalgie, ça crée des Victor Serge, ça crée des Léon Trotsky, ça crée des Régis Debray, ça crée des mecs difficiles à gérer. Tu vois, Ah ouais. la mélancolie, ça te crée François Ruffin. Ouais, absolument. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, notamment sur le côté nostalgie du passé. Et effectivement, Internet est une machine à remonter dans le temps. Et, euh, Ça, et crois-moi que c'était pas prévu. ah non, non, sûrement Ça, pas. Non, non, sûrement pas, ça, sûrement crois-moi que pas. c'était pas prévu parce que je vais te dire, aujourd'hui, ça les emmerde. Le problème, et je vais les rassurer, c'est que même les intranets nationaux, la Russie, la Chine, qui ont très bien réussi ça et qui d'ailleurs sont des exemples hein, à ce niveau-là, bah leur Internet aussi est une usine de nostalgie. Parce que quand tu vois la jeunesse chinoise, qu'est-ce qu'elle regarde? Ça, je veux dire, j'ai même l'exemple à la maison. Elle regarde quoi? Les séries impériales. C'est Dieu, Ouais. C'est la Chine En a... Chine,
ça marche à fond la caisse, hein. C'est des films, Ouais. La des Chine films, et je retrouve crois. sa mémoire comme ça. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, Le dernier grand film chinois pendant le Nouvel An chinois, je crois qu'ils ont battu tous les records. C'est je ne sais plus combien de milliards, des dizaines de milliards de chiffre d'affaires. C'est assez incroyable. Mais les Chinois sont très nationalistes, hein, ça c'est encore un peu différent. Même s'ils sont eux aussi victimes du wokisme d'une manière générale, parce que le monde est mondial, quoi, hein. Mais même ici, au Cambodge, hein, on sent que les gens, année après année, commencent à devenir malades du wokisme. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, un truc tout bête, hein, Noël, attention, hein, pas le Noël traditionnel des religieux, hein, le Noël de Coca-Cola, hein, ici est de plus en plus important. Alors ça, c'est révélateur, parce ouais, qu'une je sais. société, ouais, une société comme le Cambodge, où il y a 99% de Khmer, 99% de bouddhistes, arrive elle-même aussi à être influencée. Donc il y a vraiment un mouvement mondial. Mais par contre, pour effectivement, les Chinois, eux, sont revenus en arrière, parce que je crois qu'il y a 2 ans, c'est 2 ans ou 3 ans, il y a eu une remasculinisation des écoles, et notamment des petites écoles, où il y avait... Ça, c'est la volonté de Xi Jinping. Il a une obsession générationnelle qui est très nette et qui d'ailleurs sera potentiellement très positive pour le peuple chinois. Mais c'est Ouais, drôle, il a une inclinaison de pensée là-dessus. C'est-à-dire qu'il est ouais, persuadé que la génération qui est au-dessous de lui, vu qu'elle a été éduquée aux États-Unis, est une génération faible. Il est le dernier des gardes rouges, hein. Faut jamais l'oublier, hein. Le, et donc, il veut sauter une génération. Tu vois, c'est, ouais, non, mais c'est mais très bon, intéressant. les dirigeants Hmm. chinois peuvent se le permettre. Ils ont une pensée à 30 ou 40 ans. Ah bah, Le, oui, ah bah, ça, tu sais, c'est clairement, moi je regarde ici au Cambodge. Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas, on a un point commun tous les deux. Nous avons tous les deux eu la chance d'épouser des femmes khmer, des femmes cambodgiennes. Donc tu es toi aussi un petit peu cambodgien. Et oui, oui, bon, oui, oui. moi je suis parti vivre ici définitivement il y a plus de 10 ans maintenant, mais le fait est que ici je regarde les informations chinoises, tu sais, quand je mange à midi, toi. Hmm. Si JTN international, c'est intéressant. Bon, c'est de la propagande, hein, bien évidemment, mais ça reste intéressant de voir la pensée profonde du Parti communiste chinois, Hmm, bien qui est un sûr. parti quand même relativement démocratique, entre guillemets, où il y a beaucoup de discussions. Et là, c'était le congrès de je ne sais plus trop quoi qu'il y avait en ce moment. Mais ce qui est assez remarquable dans ce système, c'est ce que tu dis, c'est une planification à très long terme, assez intelligente et assez fine, hein, il faut le reconnaître. Et Bien ensuite, sûr. ils ont quand même sorti de la misère plus de 500 millions de personnes dans la ou les dernières décennies. Bon, je ne fais pas l'apologie du Parti communiste chinois parce que je ne suis pas Non, mais communiste. un moment, si tu veux, il faut quand même regarder la réalité en face. Moi, tu vois, tu as une revue théorique qui est gratuite d'ailleurs du PCC en français. Alors, je sais que enfin, de toute façon, je suis déjà étiqueté pro-russe. J'ai loupé le rapport de l'INSERM sur les espions chinois. J'ai tous mes copains qui y sont. Et moi, j'ai écrit pour me plaindre parce que j'ai été oublié. Ah ouais, Et pas de bol, pas de bol. tu vois, c'est dommage, j'avais eu le premier. C'est, avec tout ce que je fais. Le, or, C'est pas normal. Ça, franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. non, non, c'est dégueulasse. Or, le problème, c'est que quand tu lis la revue du PCC, elle est gratuite d'accès, et ben tu te rends compte de quoi? Elle est, je mets de côté les revues souverainistes à part, qui sont les seules revues issues de mouvances politiques qui ont une dimension intellectuelle et quelques revues d'extrême gauche. Tout le reste, tout le reste, il faut être honnête, c'est de la merde en barre. Or, le problème, c'est que les partis politiques, en tout cas en France, dits démocratiques, n'ont pas de vie intellectuelle et de débat qui sont l'équivalent. On peut dire ce qu'on veut, mais je pense c'est que dans les millions de gens qui sont encartés au PCC, il y a des millions de gens au PCC, tu vois. Donc il marche pas. Faut arrêter avec le mythe. La Chine, c'est une vraie société de l'individu, et avec l'enfant unique, ça s'est radicalisé. Faut arrêter avec le mythe du chinois termitière. Tu vois, si tu veux, ça, c'est une folie de blanc, ça, de penser ça.
Or, le problème, c'est que quand tu es cadre au PCC, quoi qu'on en pense, sur la plupart des sujets sérieux, tu as une liberté d'opinion certainement plus grande que quand tu es un cadre politique français, quelle que soit ta tendance. Parce Ouais, non, que, mais tout à fait, tout à fait. euh, si tu veux, et ce n'est pas être pro-chinois de le dire, c'est à force de ne pas voir l'intelligence de leur système, ils vous marcheront dessus et c'est normal. Ouais, C'est non, mais normal. ah ouais, ouais, mais là-dessus, il y a pas de doute à avoir là-dessus. Il n'y a pas de doute à avoir. Bah, Tu vois, par entre exemple, toi et moi, c'est bien, mais je préfère rassurer les spectateurs. Non, je n'émarge pas au PCC pour une raison, c'est que j'émarge déjà au FSB, donc et qu'on peut pas servir de maître, hein, c'est dans la Bible. Donc voilà. ouais, bon, ça c'est pour la petite parenthèse euh, rigolade, mais pour revenir 2 secondes sur la Chine et l'influence chinoise, le Cambodge, le petit royaume du Cambodge, que tu connais bien et où je vis, est très intéressant à ce regard, parce qu'en fait, nous sommes ici sous l'influence chinoise, c'est à peu près clair et net, mais les Chinois ne nous font pas, n'écrasent pas le Cambodge. Le Cambodge peut très bien faire des affaires avec les États-Unis, la France, l'Europe. Ils restent toujours, les Chinois sont très ouverts et ils ne sont pas agressifs et ni trop possessifs. Ils sont assez ouverts à partir du moment où on respecte quelques principes d'équité, de respect, etc. Et ça, c'est assez intéressant. Et tu as dit quelque chose un point particulier tout à l'heure, c'est qu'en fait, sur la société chinoise, tu as dit que c'est une société individuelle. Effectivement, c'est tout à fait exact. C'est qu'en fait, c'est une société collective avec des individus seuls à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué aux Occidentaux de comprendre. Mais même en Asie, en fait, c'est des familles très puissantes, les jeunes filles sont souvent, ont beaucoup de responsabilités vis-à-vis des parents, etc., etc. C'est très collectif, c'est des familles étendues et ainsi de suite, mais en réalité, ils sont aussi assez seuls. En tant qu'individus, ils sont assez seuls et isolés. Et ça, c'est une généralisation mondiale qui est liée à cette occidentalisation galopante qui touche même la Chine, hein. De toute façon, c'est pas compliqué. Le jour où les Chinois se rhabilleront en chinois, vestimentairement, j'entends, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, il y aura eu un basculement du monde occidental. Mais pour l'instant, les Chinois s'habillent toujours comme des Occidentaux. C'est tout bête à dire, hein, mais l'habit fait le moine, hein. Le jour où tu verras Ah Xi bah, Jinping habillé en chinois, tu commenceras à te poser la, les la questions. base, là, si tu veux, un jour j'en parlais avec Henri Laurence quand je l'avais, le professeur de celui qui a la chaire du Moyen-Orient au Collège de France. Et on parlait de l'occidentalisation dans l'interview que je faisais avec lui. Il me dit, mais oh, mais mon jeune ami, l'occidentalisation, ça commence par utiliser des tables et des chaises. Et parce que traditionnellement, les peuples moyen-orientaux ne les utilisaient pas, en tout cas, ne les utilisaient pas comme ça. Ouais, Et alors à l'exception des Chinois, euh, attention, les j'ai Chi- dit moyen-orientaux. On parlait du Moyen-Orient. Or, le problème, c'est que le, qu'on le veuille ou pas, c'est pour ça que moi, je suis souvent accusé d'être un anti-occidentaliste à tort. Je pense il n'y aura pas le mauvais côté de l'occidentalisation ne peut être combattu par les populations qui en ont les moyens intellectuels et en termes de vertu au sens romain du terme, ce qui est tout à fait le cas des populations asiatiques, que par le fait de faire le bon grain et l'ivraie de ce que l'Occident a amené. Mais tu vois, on mettra pas tout ce que l'Occident a fait dehors. Tu vois, ça, ce n'est pas possible. Et, euh, et d'ailleurs, les deux types de peuples qui ont ce rêve-là, c'est beaucoup le cas, c'est un peu le cas dans ce qui reste de l'islam dur, et beaucoup aujourd'hui dans ce qui est les théories afrocentristes, eh bien, ce sont les aires qui évoluent le moins. Tu vois, l'Asie, elle a synthétisé pour pouvoir refuser une partie de ce que l'Occident a amené. Tu Absolument, vois, ce qui absolument, aujourd'hui fait sa absolument. force. Non, mais là, tu as totalement raison, et ça, c'est un point essentiel à comprendre pour notamment. Alors déjà, il faudrait, dans la terminologie, il faut distinguer
Occident et Europe. Hein, c'est pas la même chose. Bon, toi, tu le sais parfaitement, mais pour l'Occident, c'est plutôt le monde anglo-saxon qui a pris le contrôle après la Seconde Guerre mondiale et qui influence le monde entier. Mais bien évidemment, les Asiatiques, et notamment le Vietnam, c'est un exemple, le Vietnam. Le Vietnam est un pays qui a eu 1000 ans de colonisation chinoise. Bon, ils sont un peu chinois, les Vietnamiens, à l'origine, bon, je vais en fâcher, mais ils ont eu 1000 ans de colonisation chinoise, 100 ans de colonisation française, et ensuite la guerre du Vietnam, etc. Et eux, c'est un peuple d'ingénieurs. Ils ont gardé le meilleur de ce qu'ils ont pu prendre de l'Occident. Et maintenant, les Chinois, tu connais Winfast, c'est une société d'État chinoise qui vend des voitures électriques, entre autres, aux États-Unis. Et des voitures, mais d'excellente facture. 2 fois moins cher que toute voiture américaine. Et c'est juste dingue. Et là, ils en vendent aussi en Norvège. Maintenant, ils attaquent le marché européen. Et cette usine, Winfast, ils ont créé une usine de zéro de voiture. Et tu sais, construire une voiture, c'est assez complexe. Ils ont fait ça en 5 ans. Et ils sont allés chercher des designers italiens, des ingénieurs de robotique allemands, des ingénieurs français, enfin, tu vois. Et ils ont fait cette usine et c'est juste incroyable. Les Vietnamiens c'est exactement la définition de ce que tu viens de dire. Hein. Si tu veux, moi, c'est des peuples remarquables. Mais ce qui m'a, et ça, c'est les Khmers qui me l'ont appris. C'est, c'est un truc que toi comme moi, on a été à Angkor Wat. Tu vois, bon. J'oublierai jamais la leçon d'histoire que m'a donné un jeune guide, parlant un français parfait. Et tu vois, il m'avait montré là où Malraux avait volé 2 statues. Et je fais, oh putain, je vais encore devoir m'excuser, merde. Et d'un seul coup, le gamin, parce qu'il était plus jeune, il était un peu plus jeune que moi, il avait à peine 18 ans. Moi, quand je vais au Cambodge la première fois, j'ai 26 ans. Tu vois, il me dit, ouais, mais ici, c'était la forêt. On avait oublié encore. C'est les Français qui ont déboisé. Et aujourd'hui encore, 2% PIB Cambodge. Ouais, ouais. Non, mais c'est tout. Donc, Voilà. Alors, ça, tu touches, oui, pour deux tu touches statues, un. Ouais. ouais, Je fais une parenthèse parce tu il y a vois, quelques. ils ont pas de ressentiment paralysant. Oui, Ils ont oui, pu oui. avancer dans le monde. Oui. En fait, ils n'ont pas si on veut, pour ceux qui nous écoutent, en fait, euh, l'Asie, déjà, n'a pas le complexe de l'Afrique. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est parce que derrière, Exact. il y a le grand frère chinois qui n'a jamais été envahi. Hein. Les Français, les Anglais, ils ont pris 3-4 Mmh. villes, hein, c'est Bien tout. sûr. Hein. Il faut arrêter le Bien délire. sûr. Bien sûr. Et Bien le grand sûr. frère chinois, c'est une civilisation. À l'époque, tu parlais d'Angkor. Angkor, il y avait à peu près, on sait maintenant, à l'époque de Notre-Dame, pour se repérer, hein, l'époque de Notre-Dame. Donc en Ouais, France, à d'accord. Paris, à Notre-Dame, il y avait 400 000 habitants à la louche. Toi. À Angkor, il y avait à Ouais, peu près ouais. 1 million Ah bah oui. d'habitants, 1,2 million. Et la seule ville qui surpassait Angkor, c'était en Chine, la capitale royale chinoise, où il y avait peut-être 2 millions d'habitants. Et donc les Asiatiques n'ont pas ce complexe. En fait, les Asiatiques, Bien c'est une sûr. grande civilisation, ils n'ont pas de complexe. Et surtout, au-delà du complexe qui bloque un peu l'Afrique quand même, ils n'ont pas cet esprit Totalement. revanchard de vengeance, de haine, etc. Parce que ils savent qu'on leur a quand même apporté de la médecine, de la construction, de l'ingénierie, etc., qu'ils ont appris et qu'ils ont intégré, qu'ils ont digéré et qu'ils ont, comme tu disais, Ils ont synthétisé. Puis tu as d'autres pays où il y a pas eu de, tu vois, où il y a pas eu d'enclave étrangère de longue durée. Les Thaïs, ils en sont très fiers d'ailleurs. ouais, alors À les raison. Thaïlandais, c'est encore plus spécial. Les Thaïlandais, c'est des chauvins, c'est un peu les Anglais du coin. Ouais, ils Oui, ont pas c'est été vrai. colonisés. Ouais, ouais. Ils n'ont pas été C'est colonisés, c'est le. tout à fait. Mais moi, si tu veux, tu vois, je dois dire que ce que j'ai vu en termes de, ce qui est d'ailleurs très drôle, parce que bon, il y a des pathologies de la modernité en Asie, hein, faut pas non plus, voilà. Mais ce qui est très drôle, euh, c'est que tout évolue très vite. Tu vois, je veux dire, et pourtant, ils s'interrogent comme nous sur le fait
de rester eux-mêmes de rester eux-mêmes dans un tourbillon, si tu veux. La seule Oui, chose, c'est absolument, que absolument. on perd pied, nous. Oui, mais ça Ils c'est perdront peut-être pied effectivement. aussi, hein. Alors, c'est ce que je disais un petit peu tout à fait au début, c'est qu'en fait, on sent qu'il y a une Mmh. wokisation marchande, mais il y a quand même, dans les pays asiatiques, et là du coup aussi africains, hein, d'une manière générale, il y a le sens de la tradition. Le sens de la tradition, le sens de la famille, le sens... il faut bien Ouais, comprendre que, par exemple, ouais, Au Cambodge, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite, et il n'y a pas d'assurance chômage. Bon, ça change un peu, ça évolue, et les gens sont plus heureux qu'en France. Hein, c'est un pays de jeunes, tu le sais, tu oui, le vois. moi Moi, je le sais bien. dans ma petite entreprise, on est déjà à 3 bébés. C'est des jeunes qui ont faim de vivre, qui ont faim d'apprendre, qui ont faim de vie, qui ont confiance dans le futur. Le Cambodge, alors, est au stade un peu de la France après la guerre. Hein. On sait qu'il y a à peu près 60 ans de croissance au Cambodge, interne, ne serait-ce qu'interne, parce que la population va doubler, voire tripler. Donc là, tu sais, il suffit d'imprimer un peu de billets chaque année. Bon, voilà, quoi. Il y a une croissance, mais après, au-delà de ça, il y a toujours un énorme respect dans le sens familial, traditionnel, mais ça, c'est un peu Mmh. asiatique, c'est l'autel des Oui, ancêtres. Hein. On va parler un peu de ça c'est religion très net. après, on va parler un peu de religion après, de philosophie, mais ça, c'est... Bon, on a qu'à faire la transition, c'était en fait, la- la- l'Asie, c'est le respect des ancêtres, et le respect, c'est l'autel des ancêtres, et ça, c'est quelque chose qui est profondément important. Euh, C'est ils très ont net. une vénération pour les parents. Et quand je dis Mmh. vénération, c'est pas un 20 mots, hein, c'est vraiment, ils remercient les parents, c'est très important. J'ai jamais vu un Khmer cracher à la gueule de ses parents, jamais. Ça doit exister, sans doute, hein, mais moi j'en ai jamais vu. Et voilà, même Ça, si la modernisation arrive. c'est pas la majorité du genre, hein, tu veux, comme dirait l'autre, il existe aussi des poissons volants, tu vois. Mais Ouais. le, mais le, mais le, mais si tu veux, moi si tu veux, c'est extrêmement frappant, cette religion personnelle, parce que c'est une religion personnelle, le culte des ancêtres, profondément. Tu vois, le, de voir sa force. Moi, je n'oublierai jamais quand les grands-parents de mon épouse sont morts. Ma tante, ma petite tante, et on a tous un nombre incalculable d'oncles et de tantes, hein, dans les familles khmères, là, tu vois. Et c'est elle qui s'occupait des deux. Et tu vois, ce signe d'humilité bouddhiste, quand tes parents meurent, tu te rases le crâne. Je veux dire, c'est très 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 impressionnant, tu vois. Moi, tu vois, je veux dire, moi, c'est en partie pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai franchi le pas de la conversion, hein. Tu vois, Ouais. à peu près à l'époque, je venais de le faire quand on s'est rencontrés, tu vois, là-bas. Ah, ok. Donc ça date Ouais, quand non, mais même un ça, petit c'est peu. très intéressant. Ben, on va parler un petit peu de ça, si tu le veux bien. Bien S'il y a sûr. si tu as des choses que tu veux pas révéler, Non, non, mais vas-y, moi, genre, Ok, là, ok. si tu veux, Alors, je moi, sens je que tu suis... viens à cacher. Là-dessus, on se ressemble un petit peu là-dessus. C'est qu'on a tous les deux, entre guillemets, quitté le christianisme, Hum, sans doute pour des raisons peut-être différentes. Euh, alors, c'est vrai que moi, je me dis pas bouddhiste, parce que je ne le pratique pas réellement. Bon, j'ai une certaine connaissance. Alors après, on va tout de suite préciser que dans le bouddhisme, il y a différentes écoles, bien sûr, et que bien sûr. celui qu'on le connaît le mieux, le Dalai Lama, le, le- le- le bouddhisme C'est celui tibétain, qui pèse rien. voilà, il pèse 2% des bouddhistes du monde, c'est-à-dire rien. Après, le bouddhisme le plus nombreux, c'est le bouddhisme chinois vietnamien de la terre pure, qui est un bouddhisme assez spécifique. Dérivé de là, il y a eu le zen au Japon, et ensuite le bouddhisme, on va dire le plus vivant et le plus proche, entre guillemets, de l'école de Bouddha véridique ou première, etc. C'est le bouddhisme dit du petit véhicule, du Theravada, celui-là qui est pratiqué au Cambodge, en Thaïlande, au Laos et au Sri Lanka aussi, par ailleurs. Alors moi, c'est celui-là auquel je me suis intéressé, de fait, mais bon, je me suis intéressé aussi au bouddhisme tibétain, mais le bouddhisme tibétain, c'est extrêmement complexe.
C'est vraiment complexe. Il y a beaucoup il y a de la magie, des choses moi qui me plaisent un peu moins. Il y a le tantrisme. C'est assez mystique, mystérieux. Bon là, il faut lire les livres Il est d'Alexandra. encore plus, c'est la forme de bouddhisme la plus ésotérique, tu vois? Ouais, totalement, totalement, totalement. Mais là, il faut lire les livres d'Alexandra David-Nel. Voilà, c'est assez particulier. Après, il y a toutes les dérives jusqu'à Blavatsky ou les trucs, etc. Bon, moi, ce bouddhisme-là est intéressant, mais pour moi, il est trop mystérieux, quoi. Je préfère le bouddhisme du Theravada parce il est tellement cristal et limpide, et tellement, enfin, je veux dire, la révélation de Bouddha, qu'on appelle ça une religion ou pas. Et d'ailleurs, il y a toujours une phrase très intéressante enfin une phrase, un des recueils. Alors Bouddha, c'est comme Jésus, hein, il a jamais rien écrit de sa vie. Hein, il a Oui. juste, entre guillemets, comme tous les grands philosophes, il a juste enseigné, puis après on a écrit, etc. Mais une des choses très intéressantes du bouddhisme, enfin il y en a plusieurs, mais enfin une des choses intéressantes du bouddhisme, c'est à un moment donné, un de ses élèves lui pose toujours la même question, mais est-ce que après la mort, on va au nirvana, est-ce qu'il y a le nirvana, le paradis en somme, hein, ou pas, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et à un moment donné, Bouddha lui dit, mais arrête un peu, je ne sais pas. D'abord parce que Bouddha n'était pas un dieu, donc il dit, je ne sais pas, il y a peut-être le nirvana, il n'y a peut-être pas de nirvana, etc., etc. Et lui dit, de toute façon, concentre-toi sur le moment maintenant où tu vis et soigne-toi maintenant toi où tu vis et cherche à t'améliorer tout de suite, pas pour le futur. Et ça, c'est quelque chose qui change dramatiquement entre une religion, les religions adamiques, que moi j'appelle adamiques, c'est-à-dire en fait les religions à tendance messianiste, qui vont apporter un monde meilleur plus tard, avec toutes les dérives qu'on a connues, que ce soit dans les régimes fascistes ou communistes, qui sont des régimes messianiques. Hein, Mmh, Hitler a promis 1000 ans de bonheur, euh, euh, mmh, Staline a bien sûr. promis 1000 ans de bonheur, et ainsi de suite. Bien évidemment qu'ils ne sont jamais arrivés. D'ailleurs, là, il faut toujours citer la belle phrase d'Anatole France, à vouloir rendre les gens parfaits, etc., on les tue tous. Le Mmh. bouddhisme est tout à fait le contraire. Il dit personne n'est parfait, tu ne deviendras pas parfait, mais tu pourras t'améliorer. Ça, c'est les 4 nobles vérités, bien évidemment, et l'octuple sentier qui doit nous mener sur le sentier de l'amélioration personnelle. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est une religion personnelle, où tu dois t'améliorer toi-même. Après, il peut y avoir des dérives, on peut en discuter, mais là, déjà, bon, vas-y, je t'écoute un petit peu sur le sujet. Quelle est ta perception, toi, un peu du bouddhisme, et Alors, comment tu moi, si tu l'expliquerais? veux, moi, ce qui m'a, on va être très simple. Moi, personne ne, comme tu le sais, quand on épouse une khmer, on ne te demande rien d'un point de vue religieux. On ne te demande rien. Toi, tu le sais comme moi. On ne te demande rien. On te demande de faire, si la jeune fille le veut, mais c'est plus un fait de rang social et de reconnaissance, un mariage traditionnel. Moi, j'ai fait un mariage traditionnel. Et je voulais le faire parce que je voulais lui offrir un mariage traditionnel. Mais on ne m'a rien demandé. Et c'est déjà parce que les bouddhistes ne sont pas prosélytes où ils vont. Moi, d'ailleurs, j'ai eu, ça a été d'ailleurs pas un choc, mais quelque chose de très rigolo dans ma famille. C'est-à-dire que ma mère, pour souhaiter la bienvenue à mon épouse, a mis un Bouddha chez nous, dans une maison familiale. Et, et Erreur, elle n'était pas au erreur. courant. Elle n'était pas au courant. Et là, et, euh, et, euh, et si tu veux, et mon épouse lui dit, maman, comme tu le sais, on appelle ses beaux-parents papa, maman, maman, Bouddha n'a pas sa place ici. Tu dois mettre une croix, vous êtes chrétien, Bouddha n'a pas sa place. Elle dit oui, mais et Pierre-Yves alors? Et elle dit mais lui, il croit en rien, donc on va ramener Bouddha à la maison. Et alors, si tu veux, ce qui m'a, tu vois, en réalité, euh, moi, j'ai fait ce mouvement de moi-même pour trois raisons. Une raison politique, une raison culturelle et une raison métaphysique. La raison politique, c'est que, il faut être honnête, aujourd'hui, le christianisme, parce qu'il est en décomposition, le catholicisme est en décomposition, et comme tout ce qui se décompose, il y a des gaz post-mortem. Tu vois, et malheureusement, ces gaz post-mortem sont extrêmement dangereux. Moi, tu vois, un jour, j'avais cette discussion avec un homme remarquable qu'est l'abbé Guillaume de Tanoirne, qui me dit, Pierre-Yves, aussi loin de l'église que vous êtes, pourquoi Vatican II vous gêne autant?
Parce que Vatican II, c'est la déshellénisation du christianisme. C'est le retour de la religion d'Orient. Le, Alors les protestants l'ont fait avant les autres, résultat, ils sont encore plus dégénérés que les autres, mais je parle à titre religieux, que personne ne se sente visé. Mais on me regarde dans les yeux et qu'on me dit que un évangéliste qui croise Dieu qui pense que Dieu lui parle en direct à l'Église est du niveau de Calvin, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais si c'est le cas, on arrête de discuter. Or, le problème, c'est que pour moi, Vatican II est une grande régression intellectuelle du christianisme. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Bergoglio, qui ne fait qu'appliquer la doctrine, hein, c'est pas lui qui a dit qu'il fallait prendre les migrants, hein, c'est Paul VI. Donc, tu vois, c'est déjà fait, tu vois. Le sens du Proximus a été changé pour les chrétiens, et moi, à titre personnel, autant je me battrais pour ce que le christianisme a été culturellement, parce que sans le médian chrétien, je suis moins français par rapport à Claudel, par rapport à Peggy, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église m'interdit de défendre ma terre. Les prêtres refusent les sacrements à des gens qui pensent ce que je pense. Un bonze, et tu le sais comme moi, le bonze, tu sais, au Cambodge, toi comme moi, nous sommes des hommes du centre, politiquement. Donc, ça nous change. Or, le problème, c'est que jamais, et ça, j'en viens au point culturel, le bouddhisme, attention, exotérique, le bouddhisme de la pratique de tous les jours. Le bouddhisme ésotérique, tu l'as très bien dit, c'est très compliqué, on y passe une vie, moi mon épouse l'étudie, c'est d'une complexité folle, en plus, tu vois, tu as des leaders, enfin, pas des leaders d'opinion, mais tu as des commentateurs de Bouddha, toujours à l'époque actuelle, hein. Donc si tu veux, c'est un truc, tu y passes ta vie. Y compris dans le bouddhisme du petit véhicule, hein, or, le problème, c'est que c'est une religion de la terre et des morts. Enfin, c'est comment dire, une spiritualité, une religion, une philosophie, ce que tu veux, mais c'est de la terre et des morts, profondément, dans sa pratique exotérique. Et c'est ça qui m'a plu. Parce que c'est, parce que c'est, parce que c'est la communion humaine, pour reprendre un terme d'hébréen, qui, je pense, va beaucoup mieux que le terme de simple religion pour le bouddhisme. C'est le type de communion humaine qui me convient. Ouais, Et ouais. dernier point, d'un point de vue, euh, comment dire, métaphysique, moi je suis un néo-ancien profondément. Je suis un enfant d'Athènes, profondément. Voire même beaucoup plus d'Athènes que de Rome. Or, si tu veux, je peux pas signer le néopaganisme neuneux depuis la fin du 19e siècle, qui à la fin te donne certains leaders de la droite radicale que je nommerai pas, qui s'arrosent de sang de coq à l'aube, le matin de leur mariage, pour remercier Thor. Bon, là, tu vois, psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie. Or, le problème, c'est que ce qu'il y a de plus proche de la pensée des anciens dans la pratique d'aujourd'hui, je l'ai trouvé là. Moi, je ne crois plus à l'hypothèse monothéiste, parce que pour moi, le sacré, je dis bien le sacré, je dis pas le divin, le sacré est partout, si tu veux, et, euh, et si tu veux, le bouddhisme n'est pas un polythéisme. Le bouddhisme t'apprend à, à travailler sur toi à partir du cosmos. C'est pour ça qu'on dit que c'est une religion du désespoir. C'est pas une religion du désespoir, c'est une religion qui apprend à mourir. C'est Oui, oui, différent. absolument. Oui, oui, non, non, Si c'est tu pas du veux, tout. c'est pas du tout désespère, au contraire, c'est une religion de la joie. C'est une religion de la joie parce que tu as appris à te préparer. Et tu vois, ça, les anciens étaient comme ça. Il y a, il y a un sourire stoïcien dans le bouddhisme. C'est ça qui m'a plu. C'est que parce que tu es prêt, eh bien, si tu veux, finalement, la mort t'atteint moins. Alors que, si tu veux, alors que, objectivement, quand tu es monothéiste, ou alors les gens se mentent. Bon, s'ils se mentent, tant mieux pour eux. Mais quand tu es monothéiste,
la douleur de la mort t'est retirée uniquement par Dieu. Tu te la retires pas tout seul. Tu seras sauvé. Ou pas. Ou Ouais, pas. tout à fait. Et Absolument, donc, si tu absolument. veux, tu es dans la volonté de quelque chose d'autre. Et ça, si tu veux, malheureusement, bah ça, je peux pas. Tu vois, Ouais. parce que y a pas, tu ne t'abandonnes pas à Bouddha. Tu vois. Quand tu es monothéiste, tu dois t'abandonner à Dieu. Les musulmans le disent très bien. L'islam, c'est la soumission. Ouais, au Euh, moins eux sont clairs. Là-dessus, au c'est moins, très clair. eux sont clairs. Les Ouais. juifs Bah, tu pieux es... le sont. Parce que Oui, 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 Yahvé, oui, ils en oui. ont peur. Ouais, ouais, Tu ouais, vois, ouais, à tout à raison fait, tout d'ailleurs. à fait, tout à fait. Alors Mais tu as dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Je vais essayer de rebondir un petit peu. vas-y. Euh, alors déjà, déjà oui, le bouddhisme n'est pas du tout une religion de la mort, ni de l'adoration de la mort, etc. C'est une religion de la préparation à la mort. Et là, tu as absolument raison. Et ensuite, de toute manière, avant d'atteindre la délivrance, entre guillemets, c'est-à-dire une non-mort et une non-vie, hein, parce que c'est ça le nirvana, hein, c'est assez Tout à complexe fait. à comprendre pour un occidental. De toute façon, après, il y a des phases de réincarnation, de choses, etc., dans le concept bouddhiste, de toute manière. Alors, je vais revenir un petit peu à plusieurs points. Il y a une chose dans laquelle on est à peu près d'accord, c'est que nous avons quitté, entre guillemets, la religion, les religions adamiques telles qu'elles sont aujourd'hui, et depuis, on va dire, les derniers siècles. Et là, je te rejoins absolument, moi c'est à peu près pareil. D'une part parce que, au sens décrit par Kalergi. Kalergi, c'est quelqu'un de très intéressant, mais c'est pas notre ami, mais c'est quelqu'un d'intéressant qui a conceptualisé cela. C'est en fait, pour lui, il a défini la religion chrétienne comme une religion orientale, ce qu'elle est, totalitaire, ce qu'elle est, et urbaine. Urbaine. Le christianisme n'a pu se développer qu'avec l'urbanisation, dans laquelle on entasse des gens qui sont arrachés à leur campagne et donc à leurs racines, et qui se retrouvent et qui ont besoin d'une religion totalitaire, entre guillemets, pour les guider. Et l'État lui-même a aussi bien intérêt à ce que cette religion les maintienne bien en main. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, nous, culturellement européens, et là je te rejoins absolument, sauf que toi, tu as tendance, je dirais, à toujours un peu négliger l'apport nordique. Mais nous sommes Qui est un de tes hellénos, grands thèmes. oui, absolument, nous sommes des helléno-chrétiens, déjà, ça c'est un point fondamental. Jésus parlait sans doute le grec, s'il a existé, et il vivait dans un monde grec. Je rappelle au passage vite fait que l'immortalité de l'âme, ce n'est pas une invention biblique, mais grecque. Les juifs, c'était pas très clair au début, etc., sur ce point. Mais bon, c'est pas le débat. Moi, j'en rajouterais juste qu'en fait, l'esprit individuel, l'esprit guerrier de l'homme libre, qui rejoint aussi bien l'Inde que l'Asie, d'une certaine manière, c'est quelque chose de fondamentalement indo-européen. Et effectivement, toi comme moi, même quand on avait 12-13 ans, on a peut-être voulu redevenir des vikings et puis croire en Thor, on a vite passé cette étape, parce que c'est complètement débile. D'abord, on sait absolument rien des Infaisable. religions. Oui, non, mais au-delà de Déjà, ça, c'est qu'on déjà on n'en sait pas grand-chose. voilà, on sait rien parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces. Les Celtes, c'est pareil, il y a quasiment très 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 peu de traces. Donc en fait, Mhm. effectivement, moi je me suis plus à un moment donné rattaché aux religions hindoues dans le sens où c'est sans doute ce qu'il y a de plus proche de ce qu'on avait nous avant. C'est-à-dire c'était une religion cosmique, cyclique, ça c'est très important, cosmique, dans laquelle il y a une âme éternelle et qui se transmet avec la réincarnation, une âme immortelle qui se transmet avec les réincarnations, etc. Et si j'imagine que tu as dû lire la Bhagavad Gita, c'est extrêmement intéressant, c'est un très beau texte, et la mort est absolument pas quelque chose de grave et d'horrible, etc., puisque de toute manière, si tu as fait une bonne vie, que tu as un bon karma, tu seras réincarné, etc., etc. Alors maintenant, pour revenir un petit peu sur... Donc en fait, en tant qu'Indo-Européen, en tant qu'Européen de culture, effectivement, ce qui serait le plus proche pour nous, entre guillemets, ça serait l'hindouisme, dans un certain courant hindouiste, ou les Védas, hein, les Védas indiens, qui sont très intéressants. Mhm. Maintenant, pour refaire le parallèle avec, pour terminer sur le bouddhisme,
Et d'ailleurs, les Védas ressemblent beaucoup à l'Eda viking, bien évidemment, mais aussi au texte grec. Je veux dire, c'est un peu les mêmes histoires, tout ça, c'est indo-européen. Maintenant, pour terminer, donc on ne va pas redevenir viking, on ne va pas faire des faux sacrifices, on ne va pas faire comme en Ukraine, les mecs refont des marches au flambeau hitlériennes, etc., etc. Parce que l'hitlérisme était juste un délire. Hein. Himmler, pas Hitler, parce que Hitler, il n'en avait rien à péter. Il n'était pas du tout croyant, au moins là-dessus, il n'était pas fou. Il était fou pour d'autres raisons, mais Himmler, etc., la religion de l'irménisme, tous les courants, enfin, c'est juste du délire, quoi. C'est du délire complet. Pour terminer sur le bouddhisme... Pardon? Tu voulais dire quelque chose? Non, mais bah, je voulais rendre hommage à tes écrits là-dessus. Parce que si tu veux, je voulais rendre hommage à tes écrits là-dessus. Parce que si tu veux, moi j'en ai appris beaucoup j'en ai appris beaucoup dans tes deux derniers livres là-dessus. Sur justement sur comment dire, sur, alors certes, c'est pas le sujet premier des deux livres, mais le problème c'est que moi, ça m'a permis de tisser des toiles sur, justement, ce néopaganisme qui a été totalement réinventé à la fin du 19e siècle, sur des absences de traces. Alors, là-dessus, les Schleux, parce que, si tu veux, tu as une tradition de peuple du rêve d'Europe centrale, faut jamais l'oublier. Dans la Mythol Europa, c'est pas pour rien que tu as des histoires comme le joueur de flûte de Hamelin, les fanatiques de l'Apocalypse de Norman Korn, tous ces gens-là, c'est-à-dire les prêcheurs, tu sais, 80 à 90% des prêcheurs d'Apocalypse d'Europe, sur 1000 ans, ils viennent à peu près du même coin. C'est-à-dire, ils viennent d'une certaine zone de l'Allemagne et de la Mythol Europa, ils arrivent en moyenne tous les 30 ans, pendant tout le Moyen-Âge, ils arrivent au fait, l'Apocalypse c'est demain, on va tous mourir, et alors, soit on se suicide tous ensemble, soit tu me passes du blé. Enfin, et tu vois, alors après, ça dépend sur qui tu tombes. Soit sur un mec qui se croit, soit sur un mec qui a besoin d'un prêt. Et si tu veux, et le problème, c'est que, tu vois, ils ont, justement, parce que, si tu veux, ils ont, ce qui est d'ailleurs de très très beau côté, ça a donné la beauté du romantisme allemand d'ailleurs. Ils ont un côté de peuple du rêve, un peu comme certains orientaux, et pas extrêmes orientaux, hein. Les asiatiques sont pas du tout comme ça, mais je parle d'orientaux orientaux, hein. Japonais, les japonais, à l'exception des japonais. Tu vois, et si tu veux, et je pense on se rend pas compte que, comme tu as eu une reconfiguration des identités politiques, ils sont allés chercher ce paganisme de bric et de broc et ça t'a donné la folie SS. C'est-à-dire les papillons stellaires, les terres creuses, où là tu te dis, ok, N'oublie pas les soucoupes volantes. Hein, même le n'oublie pas les soucoupes volantes. les soucoupes volantes, tu vois, c'est-à-dire si tu veux tu vois, tu te dis, ils ont dû charger le schnapps, tu vois, tu vois, or, si tu veux, tu vois, je préférais, tu vois, et je rends de ton raisonnement tout de suite, mais si tu veux, tu comprends que moi, je pouvais pas me jeter là-dedans parce que, pour des problèmes de santé mentale, je préférais quelque chose que je sentais vivre. Alors, beaucoup de gens. Non mais, voilà Non mais aujourd'hui, si tu veux, moi, t'as énormément, je sais, dans mon public de catholiques qui certains peuvent avoir des commentaires d'une violence sans nom à mon égard là-dessus, alors qu'on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, c'est le cas de le dire. Et surtout, le problème, c'est que, si tu veux, c'est que, en plus, s'il y a eu une chose que le catholicisme et que le christianisme a eu de supérieur des autres religions abrahamiques ou adamiques, c'est la liberté de refuser Dieu. C'est ça la liberté de l'homme sur la croix. C'est ça la liberté du crucifié. Ouais, alors là, En islam ou dans le je fais une judaïsme petite parenthèse. traditionnel, ça n'existe pas. Ouais, je Vas-y. fais une parenthèse là-dessus parce que c'est très important ce que tu viens. Et là, moi, je dirais que là, justement, c'est l'apport nordique. Alors, pourquoi vite fait, je l'explique. C'est qu'en fait, effectivement, Oui, vas-y. tu parles du catholicisme, du thomisme, des universités, de la grande
la grande gloire du catholicisme français qui a créé la France. On est tous d'accord là-dessus. Et moi, je suis pour que la France soit catholique et reste catholique, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis protestant par familial et bouddhiste par choix. Donc, je suis vraiment le méchant vilain canard noir. Mais ce qu'a apporté la culture nordique, c'est, il ne faut pas oublier que la culture nordique, c'est la culture du paysan libre armé. D'accord. Et ça, c'est très important à comprendre. En fait, le, si le Moyen-Âge a été le Moyen-Âge, c'est que c'est la rencontre entre une religion totalitaire orientale qui avait certains beaux côtés. Hein. Moi, j'adore écouter le rave, je ne sais plus lequel, là, j'ai quelques raves que j'écoute sur YouTube, mais qui nous annonce effectivement la fin du monde tous les 7 jours, mais d'une manière très intelligente. J'adore écouter ça. Je suis abonné, je suis un de ses fans. C'est un francophone qui est à Israël. Mais les mecs, ils sont. Enfin, je veux dire, ils se prennent la tête, mais intellectuellement. C'est-à-dire, c'est très beau à voir. Mais c'est effectivement, ça frôle l'hôpital psychiatrique quand même. Donc, cette religion qui est arrivée, du sacrifice, de je me sacrifie pour vous, etc. Alors, le sacrifice, entre guillemets, n'a jamais arrêté, mais bon, ça c'est autre chose. Et en fait, l'apport nordique, c'était une civilisation violente, tout à fait, brutale, pas violente, mais brutale, mais d'hommes libres, paysans libres. Hein. Le vase de Soissons, ce n'est que cette histoire-là. Le syndrome du vase de Soissons, c'est la fin de l'homme libre nordique qui va devenir l'Européen civilisé. Mais il va quand même laisser dans ses bagages le droit à l'erreur. C'est-à-dire le droit au doute et le droit à l'erreur et l'acceptation de ce droit à l'erreur, qui est assez unique dans le monde européen et qui a fait l'Europe et l'Occident après. C'est-à-dire en fait, on a droit de perdre la face, nous. On a droit de perdre la face, mais ça c'est assez nordique. Et pourquoi les protestants après ont encore mis une couche plus tard, c'est que en fait, Luther, lui, c'était un moine catholique, il ne faut pas l'oublier. Lui, il ne voulait pas créer une nouvelle religion, Luther. C'était un bon moine catholique qui était juste scandalisé, effaré par la corruption de Rome. Il aurait fallu juste changer quelques trucs à Rome et il n'y aurait jamais eu de Luther et d'une nouvelle religion. Mais les corrompus, les pharisiens de l'époque, hein, parce que Jésus a quand même chassé les pharisiens, il ne faut pas l'oublier, les pharisiens de l'époque, eux, ont gardé leur pouvoir. Voilà. Et donc le protestantisme a existé, après avec toutes les dérives. Mais c'est Calvin, hein, les dérives. Hein. Essentiellement, c'est les calvinistes. Hein. Ça, c'est toute l'histoire de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. On pourrait discuter. Je veux dire, ça, on pourrait discuter. Vraiment. Les protestants sont quand même plus cool. Mais bon. Les luthériens sont quand même plus cool. Mais on n'a pas le temps là, parce que là, on irait beaucoup plus loin. Donc, je reviens sur le bouddhisme. Et je termine là-dessus. C'est effectivement, moi aussi, c'est une religion très intéressante. Alors, religion, philosophie, c'est avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les sociétés sud-est asiatiques qu'on connaît, tous les deux, d'abord, il y a eu des religions, il y a eu des guerres de religion. D'accord ? C'est faux de dire que les bouddhistes n'ont jamais fait la guerre. Ça, c'est. Alors, je ne te parle pas des Tibétains, hein, je ne te parle pas des Tibétains, voire SS tibétains, etc. Mais je te parle juste dans la région. Hein. Ne serait-ce qu'au Cambodge, il y a eu des conflits entre les hindouistes cambodgiens, et puis après un nouvel empire qui est devenu bouddhiste, etc., etc. Donc il y a eu des guerres en Inde aussi, etc. Et les dernières guerres, entre guillemets, bouddhistes et là, musulmans, bouddhistes contre musulmans, c'est en Birmanie. Hein. C'est en Birmanie. C'est ce qui se passe. Elles ont toujours lieu aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et pourquoi elles existent ? C'est parce que c'est des peuples profondément nationalistes. Et on va terminer sur le nationalisme. C'est des peuples profondément nationalistes et enracinés dans une culture nationale et une race. Alors, c'est un vilain mot de nos jours, mais on va dire une ethnie, si tu préfères. Mais au Cambodge, tu viens au Cambodge, il y a 99% de Khmers. De type Khmer. Bon, bien sûr, dans la capitale, c'est cosmopolite. Et puis, attends. Je rappelle que dans la pensée politique française depuis l'Ancien Régime, si tu veux, et c'est dans ce sens-là que le terme race était employé dans la Constitution de la Ve République. Je rappelle que le terme race est dans notre Constitution. La race, dans la pensée politique française, c'est le caractère. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que tu as un vieux mot français qui dit « il est de bonne race », c'est-à-dire « il est de bonne composition ». Tu vois ? Or, moi, si tu veux, c'est ce que je dis souvent, les miens n'ont pas été torturés à Buchenwald,
pour que je sois, après avoir dû foutre les boches dehors, avoir à vivre avec leurs fantômes perpétuellement au-dessus de la tête. Donc, si tu veux, euh, parce que, si tu veux, comme le disait très bien, et là pour le coup mon saint patron c'est Claude Lévi-Strauss dans Race et Histoire, euh, euh, de voir un continuum chez les êtres humains est une chose, d'impliquer des rapports de domination dans le dit continuum en est une autre, et à un moment, et ça aussi, le contact de l'Asie a été important pour ça, c'est que, et ça, la pensée de Brahen m'y aide beaucoup, c'est qu'on oublie que pour qu'il y ait fraternité, la première chose à voir, c'est que tous les hommes ne sont pas frères. Tous les hommes sont apparentés, mais si tu veux, comme disait Jean-Jacques Rousseau, méfie-toi des hommes qui aiment les Tatars pour ne pas avoir à aimer leurs voisins. Tu vois, si tu veux, on est tous frères, ça veut dire que si la maison brûle, je vais tous vous laisser crever de manière égale. Parce que moi, je vais sauver mes miches, et point barre. Alors que s'il y a un lien de fraternité, tu es obligé de sauver au moins l'un des tiens. Tu vois. Or, le problème, et ça, si tu veux, c'est la seule égalité qu'il y a dans le cosmopolitisme, qui d'ailleurs est un cosmopolitisme totalement décadent par rapport au cosmopolitisme originel antique, mais le cosmopolitisme humanitaire d'aujourd'hui, c'est vous êtes tous égaux dans mon indifférence. Voilà. Oui, absolument, C'est- absolument. Oui, non, Donc mais je vais tu dire, as ça ne me absolument. choque absolument pas, Ouais. parce que quand tu es au Cambodge, eh ben, il y a une réalité d'un continuum humain qui te saute au visage. Oui, absolument. Ça, mais en fait, si tu veux, je dirais que les gens qui ne comprennent pas le sens profond du nationalisme, de la nation, du Hmm. pays, et d'avoir des frontières, c'est des gens qui n'ont jamais voyagé, en fait. Parce que Bien je sûr. sais pas, Et si je tu leur voyages un petit peu. déconseille d'aller en Asie pour le coup, parce qu'ils vont pas aimer le voyage. Ah, ils risquent d'être choqués, ouais. En fait, ces gens-là vivent dans un rêve bobo, de bisounours, etc. Mais ce qui est, en fait, enfin, l'Asie et le Cambodge, c'est en fait ici, moi, je vis en tant qu'étranger. Je suis un étranger et je respecte les lois, les traditions. Je veux dire, sinon ils te foutent dehors, quoi. Je veux dire, c'est pas Ah à bah eux ça, de s'adapter à moi, tu vois. ça va aller vite. Ça va aller vite. Ah oui, 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 non, mais c'est pour ça, je te dis, c'est vraiment. Euh, c'est quelque chose. On parlait de la Thaïlande. La Thaïlande, c'est 10 fois pire. Et d'ailleurs, en ce moment, en Thaïlande, ils ont des problèmes avec des Français d'adoption, hein, nos Français de banlieue, qui se sont un peu trop implantés là-bas. Et ça finit mal. Hein. Maintenant, c'est fini, quoi. Ah Donc, ils bah, rigolent pas. quand tu vois que même le Ladyboy, parce que nos chances pour la France ne crachent pas sur le Ladyboy, contrairement à ce qu'on pense, là encore, faut être allé voir pour le voir. Le problème, c'est qu'un de Ladyboy sur deux a fait de la boxe taille petit. Donc, quand il y a match, eh ben, ce ne sont pas nos nouvelles chances pour la Thaïlande qui gagnent. Oui, oui, ça c'est clair. Et puis ici, alors il y a une tradition ici, juste pour donner un exemple concret. En fait, au Cambodge, les Cambodgiens sont très sympathiques, quoi. Je veux dire, à premier abord, mais il ne faut pas les énerver, Ouais. hein. Et quand ils te chopent un voleur, quand un voleur se fait attraper, genre vol de sac ou un truc comme ça, il se fait lyncher la gueule, hein. Il se fait lyncher et la Ah oui, police oui. vient le protéger parce que sinon il le tue. Il le tue, hein, il le lynche. Donc voilà, en fait ils ont encore le sens de certaines valeurs. Ici, il y a pas trop, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de. C'est un pays assez sécure, il n'y a pas enfin, il y a très peu de vols. Il y en a bien sûr, hein, mais je veux dire, c'est relativement. Les gens sont très honnêtes encore, il n'y a pas beaucoup de voleurs, etc. Alors on va terminer parce qu'on arrive presque à 1 heure et je ne vais pas te retenir trop. Juste un petit peu en parler de nationalisme. Euh, Mhm. est-ce que, quelle est ta définition du nationalisme par rapport au patriotisme? Est-ce que tu distingues un peu les deux? Est-ce que Alors, tu fais un si tu distinguo? veux, si tu veux, tu vois, alors, alors, tu- en réalité, ce sont deux pôles qui se rejoignent. Alors, premièrement, déjà, ce sont deux pôles symboliques qui se rejoignent parce que, et c'est très drôle parce que ça inverse un petit peu la mécanique freudienne traditionnelle. Tu sais que la loi,
c'est le père, chez Freud. Très, très... Or, si tu veux, la terra patria, c'est la terre des pères, et donc, mais c'est l'aspect charnel et sentimental de notre combat. C'est l'aspect tripal sans lequel il n'y a rien. Moi, si je suis devenu armurier, c'est pour que les mecs aiguisent un sentiment de combativité qu'ils doivent avoir en eux. Ils doivent se sentir la France en eux. Une arme ne sert à rien sans volonté de s'en servir. Or, le nationalisme est une sublimation intellectuelle, raisonnable et en même temps féminine. Parce que la nation, c'est la terre où tu nais. C'est le fait de naître. C'est un fait féminin. Tu vois, si tu veux, Edgar Morin, penseur que je cite rarement, on me l'accordera, mais qui a été un grand résistant, donc il mérite toute notre considération. On parle très bien dans Terre Patrie. Donc, or, le problème, tu vois, c'est que pour moi, c'est le nationalisme et cette sublimation du sentiment et de l'élan vital, parce que c'est un élan vital. Si tu veux, c'est l'élan vital qui fait que tu es bon père, bon compagnon, enfin tu vois, c'est que si tu veux que tu veux insuffler de la vie autour de toi, pas nécessairement en la faisant toi-même d'ailleurs, mais si tu veux cette volonté de faire quelque chose de plus haut que toi, un groupe qui à la fois te complète et te survive, si tu veux, et qui rencontre sa sublimation politique et culturelle, sans laquelle il n'y a pas, tu vois, c'est l'élan et la trace. Parce que l'élan sans la sublimation, c'est un brasier, et un brasier, sans pyromanie aucune, c'est beau un brasier. Tu vois, sans pyromanie aucune. Certes, c'est beau. Mais le problème, c'est que si ça ne s'institutionnalise pas, si tu n'as pas ce que les chrétiens appellent le pouvoir d'institution, le catéchone, si tu veux, et la nation, c'est ça. C'est, fondamentalement, le brasier deviendra quoi? Deviendra cendre et ne deviendra pas foyer. Le foyer, le dieu Estia, c'est le foyer, c'est la déesse du foyer, donc du feu qui est dans la maison. C'est le feu perpétuel, c'est le feu qui ne s'éteint pas. C'est le soldat inconnu, si tu veux, c'est la flamme du soldat inconnu. Or, le problème, c'est que, pour moi, le nationalisme, c'est cette synthèse-là qui correspond à une idée de l'homme qui, pour moi, est très antique, très renaissantiste, qui est non pas de l'homme augmenté, parce que l'homme augmenté, il est pas augmenté vu qu'il est augmenté par la machine. C'est de l'homme complet, tel que les anciens pouvaient l'avoir, tel que la Renaissance l'a redécouvert, tel que les Lumières ont tenté de l'avoir. Tu vois, si tu veux, pour moi, c'est cette grande idée, si tu veux, et c'est ce en quoi je crois. C'est-à-dire, je crois à la Terre et je crois aux hommes qui en naissent et qui se battent pour elle. Tout le reste, c'est du plus. Ouais, ok. Bah écoute, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Le côté, féminin et masculin. Tu sais, moi je me pose toujours la question, je m'interroge, et j'appose souvent cette question parce que j'ai pas une goutte de sang français. Je suis un immigré de seconde génération, mais je suis français et j'aime la France et je me bats pour la France et je me battrai pour la France, qui est pour moi la plus grande culture qui a jamais existé et qui est la voie qui peut nous sortir du bourbier dans lequel on est. C'est le rôle de la France. Si on arrive à se débarrasser de nos amis Young Leaders qui la violent en permanence. Mais cela dit, il y a une chose intéressante, c'est qu'en fait, j'avais fait une vidéo sur le nationalisme et le patriotisme. C'est très intéressant parce qu'en fait, beaucoup de Français d'origine nord-africaine, algérienne, sont des patriotes, mais pour l'Algérie. Exemple typique, match de foot, etc. Ils vont tous mettre le drapeau algérien, etc. Donc en fait, ce sont des patriotes, mais ce ne sont pas des nationalistes. Mettre un drapeau français, alors quand tu es français, tu peux te dire, bien sûr, patriote, c'est la terre de ton père, de tes ancêtres, mais pour moi, il y a un distinguo, c'est pour ça que je ne dis jamais que je suis patriote.
D'ailleurs, parce que c'est un mot qui est aussi, c'est comme le souverainisme, toi. C'est des mots pour ne pas dire noir, quoi. Toi, noir ou blanc, les gens, c'est du bourrage de crâne. Tu sais, c'est du syndrome de la fin de l'homme blanc. Donc moi, je me dis nationaliste parce que la nation est pour moi le foyer dans lequel tous les hommes de bonne volonté peuvent se retrouver s'ils embrassent la culture française, au-delà du sang. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, la question se pose vraiment, elle est intéressante. Et tu sais que chez les gaéliques, hein, chez mes ancêtres celtes, moi je m'appelle David Jonathan Anderson, et Anderson c'est mon nom de clan, et McCartney c'est mon nom, qui est plus irlandais d'ailleurs qu'écossais. Et en fait, le nom de clan était transmis chez les gaéliques par la mère, par la femme. Mm. Et donc, nous, on a transmis notre nom de clan en prénom, hein, puisque à partir du moment où les Anglais ont la dernière bataille, la dernière révolte écossaise après les Jacobites, etc., quand les Anglais ont coupé les langues des mères celtes pour pas qu'elles parlent le gaélique à leurs enfants, et qu'elles ne transmettent la langue, parce que ça aussi, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à étudier chez les Juifs, parce que c'est la langue et la transmission de la culture par la mère. Et eux, ils ont une nation portable, les Israéliens. C'est assez intéressant d'un point de vue philosophique. Mais chez les gaéliques, donc c'est quand les Anglais ont coupé la langue des mères écossaises, pour pas qu'elles transmettent la langue, on a perdu la culture gaélique. Et donc après, les Anglais ont imposé leurs lois, etc., etc. Et le nom a été transmis par le père, bien évidemment. Mais voilà, ça c'est un sujet quand même intéressant. Et mais c'est très intéressant ton petit truc sur le côté féminin et masculin. Et ça fait une petite parenthèse, c'est le yin et le yang. C'est très bouddhiste, c'est très taoïste d'ailleurs. D'ailleurs, je ferai une vidéo bientôt sur le taoïsme avec un Français qui vit à Taïwan. Elle va t'intéresser. Parce que c'est très intéressant. Et là, je connais beaucoup moins les religions chinoises, etc. Mais il y a quelque chose de très beau dans les religions chinoises. C'est le potentiel du vide. Tu sais, le potentiel du vide. C'est-à-dire que dans le vide, il y a la vie. Et ça, c'est aussi bouddhiste, quelque part. Alors maintenant, bon, pour terminer un petit peu sur la politique, qu'est-ce que tu vois alors, bon, d'abord, une fois de plus, bravo pour ton combat, pour ce que tu fais, pour le cercle Aristote, que je suis. J'ai beaucoup aimé une des dernières vidéos sur la guerre de l'énergie avec un monsieur qui est très intéressant, j'ai oublié son nom là. Fabien Bouglet. Ouais, en plus il est très marrant, il est passionné, et ça fait plaisir de voir quelqu'un passionné. Ouais. C'est toujours bien Lui, quand... lui, pour le coup, tu vois, cas typique du Gaulois qui s'énerve parce qu'à la base, il travaille dans l'art. Et là, t'as un con qui se dit, ce mec-là, je vais lui pourrir sa maison avec, je sais plus, de l'éolien, du machin, du truc. Ouais, c'est ça, oui, oui. Et là, le problème, c'est qu'à un moment, bah voilà, le Gaulois s'énerve parce que tu lui en as trop fait. Et le problème, c'est qu'il dit attends. Et bon, comme il est pas con, il a ouvert le dossier. Ça va faire 8 ans hein, qu'il travaille dessus. Donc, si tu veux, il est devenu au niveau d'expertise. Tu vois, mais si tu veux, tu vois, c'est là où ils doivent quand même parfois se méfier parce que parfois le Gaulois s'énerve. Le- Excellente transition, je te remercie. Alors, ouais, ce gars est incroyable, j'ai vraiment bien aimé, et c'est une des meilleures analyses sur le sujet, parce que moi j'ai toujours dit que la guerre en Ukraine c'est une guerre de l'énergie. De toute façon, il n'y a que des guerres d'énergie, de toute façon, dans la vie, il n'y a que de la transmission d'énergie, hein. Il n'y a que de l'échange énergétique, on vit que pour ça, pour le pouvoir énergétique. Mais son analyse est très, très intéressante. On voit que c'est un mec vraiment passionné, qui a bien travaillé le dossier, donc c'était extrêmement intéressant. Donc il fait excellente transition, le Gaulois s'énerve. Alors qu'est-ce que alors, juste comme ça, pour la parenthèse, parce que je regardais ça ce matin, je regardais la dernière vidéo. Tu sais, derrière moi, là, le drapeau, c'est le drapeau de l'UPR, là, tu vois. Moi, j'étais à ouais, l'UPR en 2018. ouais. Je me suis intéressé à l'UPR, donc il y a bien longtemps, hein. En fait, moi, j'ai découvert Asselineau quand il a fait sa conférence au local de Serge Ayoub. Hein. Mm. Non, je déconne, j'étais pas là parce que j'étais déjà à Toulouse. En fait, ce mec-là a dit beaucoup de choses intéressantes, mais j'ai quitté l'UPR hein, depuis, hein, parce que c'est n'importe quoi. Mais là, est-ce que tu as vu sa prestation psychiatrique c'était Bistro Liberté. Je sais pas si tu as vu. Alors, à Bistro Liberté, non, je n'ai pas vu, mais j'ai des craintes. Et Ah vu bah, comment tu le dis, j'ai des craintes. je Tu t'invite. vois? En fait, tu peux te concentrer sur la fin.
enfin, c'est assez dingue, quoi. Et là, je me dis, putain, mais on est mal barré, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Je veux dire, Ah, comment faire, Pierre-Yves? alors, si tu veux, je vais dire, alors, bon, j'imagine que grosso modo, il s'attaque à tout le monde. Il s'attaque essentiellement à. Oui, il s'attaque à tout le monde. En fait, en gros, je te fais le résumé. On lui pose la question, mais pourquoi vous ne faites pas une alliance souverainiste, globale, dépassez vos querelles d'ego, peut-être. Et là, il devient tout rouge, il s'excite, il devient une grande folle, et il invective tout le monde, et c'est de la faute de Philippot, c'est de la faute de tout le monde, c'est de la faute de. Enfin, voilà. Et c'est le seul merveilleux. Mm. Et là, tu dis, mais putain, mais c'est pas possible, quoi. Et bon, Et à la fin, alors, petite note intéressante, à la fin, mm, un point particulier qui n'a peut-être pas été relevé par tout le monde, c'est qu'enfin, tu sais, il fait des caricatures à la fin, Ignace, là, le ouais. dessinateur, et on lui offre sa caricature, et il prend la caricature et il la redonne, et lui dit, bah, vous pourrez l'offrir à Philippot. En fait, il refuse sa caricature. Alors ça, d'un point de vue et psychiatrique, ça en dit long, quoi, tu vois. Et il prend que son beau portrait, alors là, il est très content, il se le met dans sa petite poche, dans sa petite sacoche, et la caricature, il a dit, ouais, celle-là, vous la donnerez à Philippot. C'est très intéressant, d'un point de vue. Bah, Pardon. si tu veux, je vais te dire, le problème, tu vois, c'est le syndrome Kérillis. Si tu veux, nous les gaullistes, on connaît bien ça, c'est-à-dire qu'à un moment, t'as un mec qui se fait un film malheureusement tout seul et qui va paumer la cause. Donc nous, c'est Kérillis qui termine par écrire De Gaulle dictateur. Et donc, si tu veux, le problème, tu vois, c'est un moment, il faut comprendre que euh, et ce qui est drôle, tu vois, c'est la dissociation, si tu veux, d'une belle mécanique rationnelle qui ne touche pas terre quand on parle de lui-même. Tu vois, si tu veux, moi je les connais tous. Et tu vois, ça fait 20 ans que je ferme ma gueule sur les affaires du milieu. Tu vois, qu'on lève la main qui j'ai déjà critiqué. Tu vois, moi j'ai travaillé avec tout le monde. J'ai même travaillé avec des non-souverainistes, enfin, qui l'étaient. Certains d'ailleurs ont évolué. J'ai travaillé avec Poisson. Poisson, il est démocrate chrétien. Moi, je suis démocrate, oui, chrétien plus depuis longtemps. Donc, j'ai d'ailleurs pris beaucoup de plaisir à travailler avec Jean-Frédéric, parce que c'est quelqu'un avec qui c'est plaisant de travailler. Moi, j'ai fait une campagne électorale dans l'Est avec les siens, je n'ai qu'à m'en féliciter. Campagne qui était dirigée par qui? Par Philippot. Bon, or moi, si tu veux, moi je connais Florian depuis longtemps, je connais NDA NDA, celui que j'ai connu le premier. Quand j'entre à Debout la République, le trésorier, enfin le contre-trésorier, donc celui qui co-signait les comptes, c'était Brice Hortefeux. D'accord? On était encore à l'UMP. Tu vois? L'UMP, bon, l'UMP, j'y ai pas passé longtemps parce que j'ai dématé sur la souveraineté, vu que moi j'ai appelé à voter non en 2005, c'est ma première grande campagne. Et un jour, dans un bar, je m'engueule avec un mec que je croyais être un garde du corps, devant une cinquantaine de membres de l'UMP du 15e. Mais je l'écrase par terre, tu vois. En plus, j'étais encore plus arrogant que je ne le suis maintenant. J'avais 18 ans, fallait pas me chercher. Et manque de peau, c'est Philippe Goujon, député maire du 15e. Qu'est-ce que je pouvais en savoir? Il a une gueule de ce qu'il est, c'est-à-dire un ancien gendarme. Donc, si tu veux, d'ailleurs, ce que j'ai fini par lui dire, pardonnez-moi, vous avez plus une tête à képi qu'une tête à chapeau. J'ai reçu ma mise à pied vite fait. Donc, si tu veux, le problème, c'est que moi, si tu veux, le drapeau à étoile jaune piste, tu vois, c'est jamais passé, ça passera jamais. Or, le problème, c'est que aujourd'hui, tu as des gens qui pensent que régler leur compte interpersonnel est plus important que de protéger le pays. On peut dire ce qu'on veut de Philippot, il y a des gens qui ont des tas de raisons de lui en vouloir. Des gens qu'il a viré du front, toujours sur ordre de marine. Ensuite, moi je peux le dire, vu que j'étais au contact, j'ai jamais été membre du Front National, jamais. D'ailleurs, heureusement, parce que Louis Alliot voulait tellement me détestait tellement que sinon il m'en aurait fait virer. Or, le problème, c'est que
moi je l'ai vu, le seul homme qui a été réellement fidèle à Marine, tu vois, ce qui n'était le cas de personne dans son entourage. Et bah, quoi qu'on en pense, c'était Philippot. Or, si tu veux, moi, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que Florian ne fait pas échouer les négociations sur les listes uniques. Tu Oui, je vois, pense on a, aussi, je pense aussi, hein. tu vois, Moi, non, mais je veux dire, personne. moi, j'y suis. Moi, j'y suis. Alors, bon, si tu veux, je pense que tu as, alors entre NDA, qui comme tout chiracien qu'il est, louvoie en permanence, et là, il va pas louvoyer longtemps, vu que comme je l'avais prévu, la salle l'a trahi, parce que la salle, il a besoin de bouffer, et que et que Macron lui a promis quelque chose, vu que me promettre des trucs, c'est ce que Macron sait faire le mieux, et en tout cas promettre à des gens de bouffer, parce que si tu veux reprendre des mecs qui ont plus à grailler, c'est quand même la base du macronisme, hein. Je te rappelle la définition de base du macronisme, hein, c'est des gagnants au loto, des gagnants au loto, l'énarchie euro-jupéenne et la nuit des seconds couteaux du Parti socialiste. Bon, donc si tu veux, faire teinter les gamelles pour avoir les clébards, Macron sait faire. Il aurait pu être gardien de chenil. Or, le problème, si tu veux, oui, mais malheureusement, au prix où c'est, tu vois, se payer de la, comment dire, de la, de la plante survitaminée venant d'Amérique latine, si tu veux, ça fait cher le gramme pour un salaire de chenil. Or, le grand problème, si tu veux, c'est que aujourd'hui, tu as des gens qui, parce que on leur a promis, parce qu'ils ont fait des corps d'élite comme l'IGF ou autres, qui seraient présidents. Le problème, si tu veux, c'est sauver la France, c'est pas le résultat d'un concours. Non, mais c'est clair, Si mais tu veux, c'est lamentable, donc c'est lamentable. un moment, je vais dire, moi, je m'agace comme tout le monde parce que on risque. Je dis pas qu'on va, parce qu'il y a aussi des choses très positives, parce que je pense qu'il y aura une liste unitaire. Alors après, ceux qui ont refusé d'en être en paieront le prix, et puis point barre, tu vois, parce qu'à un moment, on ne peut pas, pour des raisons strictement personnelles, oblitérer, tu vois, si tu veux, on ne peut pas, pardonnez-moi, disons, oui, on peut pas oblitérer Ouais. Non, mais en fait, Pierre-Yves, le, le, je vais le, te. le, le, le devenir du pays, quoi, parce que on a en plus un souci, c'est que la tsipracisation de toutes les forces populistes de droite, et ça, je vais te dire, on m'a craché à la gueule il y a 10 ans, parce que moi, tout le monde me disait, Tsipras a trahi, c'est normal, il est de gauche. Moi, j'avais fait une vidéo à l'époque, j'ai dit, vous verrez, c'est votre tour. Kunz, Mélanie, maintenant même Wilders. Wilders se réconcilie avec le Coran parce que l'Euro-Germanie, lui, Wilders, enfin, Wilders, c'est un mec qui a fait toute sa carrière sur je détricoterai les tapis de prière. Tu vois, aujourd'hui, même lui, il est à quatre pattes. Eh ben, qu'on le veuille ou pas, les seuls qui ne sont pas mis à quatre pattes, c'était Farage et Johnson. C'est et la tsipracisation de toutes les droites européennes est en cours. Nous, on a déjà un signe avant-coureur. Hein, ce sera le devenir Robert Ménard du monde. Hein. Tu vois, c'est-à-dire, non mais, vous allez regretter, tu sais, les personnages quand on était petit, tu sais, du traître fourbe et cruel avec un couteau dans les dessins animés. Vous Gargamel, allez le Gargamel. regretter. Vous allez regretter Gargamel. Or, est-ce que c'est le rôle de souverainiste français de participer pour des raisons de règlement de compte à ça? En tout cas, moi, je dis non. Moi et les miens, nous serons derrière toute dynamique unitaire. Je garde ce que j'ai toujours dit. Et pour l'instant, eh bien, je remercie des Charles-Henri Gallois, des Jean-Frédéric Poisson, des Florian Philippot de ne pas participer à, à ce pot de pu qui est mi-clientéliste, mi-narcissique, voire même solipsiste, pour, euh, pour
pour des gens qui, objectivement, sont d'accord sur tout, euh, qui prennent des idées, qui prennent des arguments d'une malhonnêteté sans nom, du genre c'est moi qui ai demandé la sortie de l'Union en premier. Le premier parti Oui, oui, qui est statutairement frexiteur, c'est le RIF, qui naît bien avant l'UPR. Donc, ah oui, oui, parce qu'en fait, tu sais, il a pompé sur le livre de je sais plus qui, là, tu sais, entre... Enfin bon. alors, Mais bah, non, ça, en fait, il est, ça, non, l'accusation que Asselineau a pris chez Upinski est malhonnête. Je ah, pense, elle a été faite par, elle a été, je te dis, alors elle est pas de toi, hein, je sais que ouais, non, elle est pas c'est de pas de moi, hein, toi, c'était par rapport à toi, c'est un... que, bon. alors il y a beaucoup de choses chez Upinski, hein, dans son livre sur la tête coupée. Le problème, c'est que si tu veux, Asselineau, si tu veux, il est suffisamment, c'est quand même un intellectuel de haut niveau. Donc Oui, si oui, tu non, veux, mais le, Pierre-Yves, là-dessus, moi, quand j'ai connu Asselineau, en fait, Asselineau, c'est un mec qui a fait ouvrir les yeux à beaucoup de personnes sur l'Europe, et oui, ça, dont personne moi. ne peut Euh, lui, non, non, ne on peut peut lui pas. enlever. C'est un exégèse de l'Europe. Mais il faut qu'il s'arrête. Quoi. À un moment donné, il faut qu'il s'arrête. Quoi. C'est du délire. C'est psychiatrique à ce niveau-là. Moi, voilà quoi. En fait, là-dessus, on va conclure parce que le temps passe. En fait, Pierre-Yves, moi, je pense que c'est toi qui devrais, à un moment donné, te mettre en avant. Parce qu'en fait, pour dire simplement les choses, bon, moi, je vais sur mes 55 ans, donc bon, je suis plus vers la fin de ma vie qu'autre chose. S'il faut se battre, on se battra et je le ferai. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a que des demi-couilles, quoi. Excuse-moi, hein. Philippot, je l'aime bien. Mais c'est pour moi, il n'a pas la carrure. Personne n'a la carrure. Asselineau, c'est du niveau psychiatrique ce qu'il nous a fait chez TV Liberté. Lassalle, il est super Lassalle, mais bon, c'est pas possible. Donc qui Le aujourd'hui, le problème, c'est il a pas de cohérence idéologique. Le souci, je vais te dire ce que c'est qu'on est dans l'attente du roi caché. Tu vois, on est dans une vieille attente. aussi, et ça c'est typiquement français, hein. Laurent Ouais. Ozon en parle magnifiquement, ça, de ça. Oui, Tu vois, il on est est très dans bon, Laurenzon. Laurenzon, il est très ouais, bon. C'est le, si tu veux, très bonne recrue pour le cercle. on est ah non, c'est quelqu'un que je mets en avant, mais totalement indépendant, Oui, non, mais je sais, c'est mais quelqu'un que j'aime beaucoup, mais c'est une vraie pensée. Laurent, oui, oui, il tout a à une fait, vraie tout à fait. pensée. C'est un nationalisme un petit peu identitaire, mais de manière intelligente. Non, c'est quelqu'un de brillant. Mais Ah, mais si tu veux, si le camp identitaire était moins con en France, il l'aurait utilisé lui, mais le problème, c'est que ça, si tu veux, c'est un vrai souci. Par contre, il en parle très bien, on est dans l'attente du roi caché, c'est-à-dire, c'est horrible. Ce que je vais te dire est horrible, David. Mais on n'a pas assez souffert. On n'a pas assez souffert. Voilà, c'est ouais, aussi ouais, simple que ouais, ça. ouais, ouais, Si tu veux, si on en est. Je ne souhaite. J'aime passionnément mon peuple. Le problème n'est pas là. Le problème, si tu veux, c'est que nous avons aussi des gens, ça c'est un fait générationnel, des gens qui ont été gâtés par ce que la France pouvait encore leur donner, qui ont l'habitude d'être gâtés, et malheureusement, le pays ne s'en sortira pas avec, comme disait très bien Éric Bosmary, qui était un des meilleurs de l'UPR, qui malheureusement est mort, qui est un de mes copains, on s'en sortira certainement pas avec les bruits de bottes, parce que c'est pas nous, mais on s'en sortira pas avec les pantoufles, mais on s'en sortira encore moins avec le couinement des chaussures à gland. Donc si tu veux, voilà, je suis désolé de le dire, à un moment plein les bottes, le, je, je pense que nous devons encore souffrir un petit peu pour se rendre compte que le tas doit devenir un tout, et au plus vite, parce que sinon notre pays va en crever. Et si la France meurt, une large partie de l'Europe mourra avec elle parce qu'elle est déjà plus décadente que les Français, suffit d'aller y faire un tour. Moi j'ai bossé en environnement européen, hein. Et je te dirais même que pour ceux qui ont une conscience occidentaliste, ce dont je ne les critique pas, c'est pas mon cas, eh ben, une partie de ce que l'Occident a fait de mieux mourra avec elle. oui, Le, complètement. Ouais, ça, donc, je pense que
à un moment, je pense malheureusement que certaines personnes devront bah, souffrir un petit peu pour comprendre l'étendue des dégâts. Voilà, j'en suis désolé. Ouais, non mais ok, bon écoute, on va un petit peu conclure là-dessus. Donc en gros, si je résume ce que tu dis, tu penses qu'il y a quoi, encore 1 ou 2 décennies de souffrance avant qu'il y ait une réaction un petit Non, peu non, non, non. nationale? Non, 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 non. Tu vois, on voit les engueulades aussi parce que, excuse-moi, et là par contre, si tu me permets de te dire ça sur ta chaîne, parce que aujourd'hui, une partie des médias de réinformation joue un jeu que j'aimerais voir clarifié. Oui, oui. Parce que, un, ils adorent jouer la foire d'empoigne. Or, en plus, la plupart des médias dits de réinformation, en réalité, travaillent pour, sont dirigés par des gens qui sont des européistes, d'extrême droite, mais des européistes. Bon, très bien. C'est-à-dire que diviser le camp souverainiste français, ça les intéresse plus, parce qu'objectivement, euh, euh, si beaucoup de ces gens sont des macronistes qui n'aiment pas les basanés. Le problème, c'est que la différence entre un macroniste et un mec et un identitaire d'extrême droite, elle est simple. C'est que le macroniste, il a compris son propre système. Donc il sait que pour avoir l'ordre mondial, il faut l'immigration. Et il faut la fin des grandes lignées. Il a compris ça. Il l'a compris. C'est pour ça, par exemple, qu'il te parle de métissage, alors que ce qu'il veut, ce n'est pas c'est pas du métissage. Tu vois, si tu veux, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas le plus de l'un avec le plus de l'autre. Tu vois, c'est-à-dire nous qui voyons des Eurasiens, on voit tout à fait ce que ça peut être le métissage positif. Tu vois, si tu veux, c'est le plus d'une culture et le plus d'une autre. Tu vois, eux, ce qu'ils veulent pas, ils Ouais, veulent du le négatif des sous-prolétaire. deux. Ils veulent le négatif des deux pour avoir du sous-prolétaire en survêtement con comme un balai. Donc Enfin, je fais une parenthèse, excuse-moi, juste une petite parenthèse. J'ai une perception depuis quelque temps, j'ai un pressentiment, en fait, tu sais, avec Macron qui veut faire oui, sa vas-y. guéguerre. Je me demande, si tu veux, s'ils n'ont pas une sorte d'idée derrière la tête d'un moment donné faire un peu à l'américaine, ou de dire à tous les jeunes africains qui arrivent, qui sont que des hommes d'âge de combattre, hein, sans femmes, de le dire, bah, écoute, vous allez devenir européen, hein, on invente une nouvelle nationalité européenne à la con, et puis vous devenez soldat, puis vous irez vous battre contre les Russes. J'en suis arrivé à me poser cette question, tu vois. Parce Alors, que, je vais te le dire, là franchement, je, je vais te dire, si, si il y en a un qui avait eu cette idée-là, je vais dire, je demande à rencontrer le mec. Parce que discipliner ces mecs-là, je vais te dire, le problème qu'ils ont, c'est que, en réalité, à travers les États en développement, euh, c'est l'un des sens de la haine du russe, mais c'est surtout le sens de la haine du chinois. Moi, tu vois, moi j'ai, là, oui, si tu oui, veux, bah, derrière les Russes, c'est les Chinois. Hein, qui est délirante au dernier degré. Euh, Moi, je vais te le dire, en réalité, ce que l'Occident n'a pas d'ennemi, David. L'Occident est face au vide qu'il a créé lui-même et il détruit toutes les traces de sa grandeur dans l'œil d'autrui. Parce qu'on déteste Hmm. Poutine, pourquoi? Parce que Poutine, c'est un De Gaulle russe. On, Oui, 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 on est pas on loin de là. déteste Xi Jinping. Xi Jinping, l'Amérique a eu des Dwight Eisenhower, a eu des grands dirigeants qui étaient du niveau de Deng, tu vois, qui Oui, étaient du oui, niveau de oui, Deng. oui, oui, En oui, oui, réalité, absolument, absolument. l'Occident ne supporte pas les traces. En réalité, tu sais pourquoi il y a une telle sinophobie dans les élites occidentales? Pourquoi il y a une telle russophobie? Parce que dans ce qu'ils ont de mieux, les élites chinoises et les élites russes nous rappellent ce que nous avons été. Oui, Et c'est absolument. pour Eh ça ben, qu'on ne leur c'est pardonnera parfait. jamais. Reste là-dessus, c'est parfait parce que là, tu as fait le lien avec le début. C'est que Internet est le miroir du passé. Voilà, on va conclure Exact. là-dessus parce que là, on en a fait la Mon boucle. camarade, Et merci, merci pour ton temps. C'était très mais sympa. avec plaisir. Je te dis, Ça fait, si tu veux, comme voilà, je te devais bien ça et vraiment, je recommande, voire même on en parlera quand si tu veux, je dois avoir des notes écrites là-dessus, mais je recommande vivement si tu veux, moi j'ai beaucoup aimé tes livres, je tiens à le dire. merci. Et Merci, merci beaucoup. si tu veux, je tiens à le dire publiquement parce que j'ai malheureusement, avec la vie que je mène,
pas eu le temps d'écrire comme je l'aurais voulu dessus dans les temps impartis, mais il n'est pas dit que que je ne le fasse pas en tout cas. Je te remercie beaucoup David de toute façon on ne sera pas sans se recroiser. À très bientôt. Merci pour ton temps et à bientôt. Ciao. À bientôt.